Bienvenue dans le vaisseau Multivers le podcast. Nous allons explorer l'univers de Jérôme Azé et atterrir sur la planète du Festival Fantastique de Béziers, où il nous servira de guide. Je vous laisse en compagnie du pilote Bubuzz. Bon voyage! Bienvenue dans Multivers le podcast. Nous allons visiter aujourd'hui l'univers de Jérôme Azé, organisateur du Festival Fantastique de Béziers 6e édition. Bonjour Jérôme. Bonjour. Peux-tu te présenter ? Bien sûr, merci de m'avoir invité déjà. Avec plaisir. Donc, je suis Jérôme Azé, je suis professeur des universités en informatique. Je travaille à l'UT de Béziers, que je dirige depuis pratiquement 2 ans, depuis septembre 2022. Et je suis aussi dans le département d'enseignement métier du multimédia Internet, qui est celui qui a créé le Festival du Fantastique, sans spoiler ce qui va arriver par la suite. Et j'aime beaucoup le fantastique, bien évidemment, sinon je ne serais pas là aujourd'hui, je crois. Le Festival Fantastique de Béziers, justement, parlons-en. Explique-moi un petit peu ce que c'est. Alors, pour faire rapidement la genèse, donc, c'est un événement qui a été proposé à l'origine en 2018 par un collègue prof d'audiovisuel dans le département métier du multimédia Internet à l'UT. Il voulait faire venir un jeune réalisateur parisien, Romain Basset, parce qu'il aimait beaucoup le film qu'il avait fait qui s'appelle Horsehead, donc notamment toute la partie image, qui était très fantastique, et il voulait faire ça travailler ses étudiants dessus avec une analyse critique du film, etc. Et à l'époque, j'étais chef du département, donc un peu tenancier des finances, donc je lui ai dit c'est sympathique de faire venir un réalisateur parisien, mais il va y avoir un coût, et donc autant essayer de créer quelque chose autour de lui, quoi. Donc un événement un peu plus conséquent, donc une masterclass, une projection du film, etc. Et puis de fil en aiguille, Romain a accepté. Il a fixé son calendrier parce qu'il avait d'autres contraintes que nous n'avions pas. Et donc, on a calé l'événement en mai, entre les 2 fériés du 1er et du 8. Et il a accepté de venir avec Catherine McCall, qui était l'actrice pratiquement principale du film, et qui est l'égérie des films italiens des années 80. C'est un peu dans le fantastique, la Brigitte Bardot du fantastique, on va dire. D'accord, ouais. On a les séries B un peu, les films... Oui, les films de Fulci, etc. Enfin, c'est vraiment... les gens qui la connaissent, sont fans en général. D'ailleurs, c'est assez marrant, quand elle est venue sur le festival, il y a des gens qui la cherchaient avec une photo d'elle des années 80. Bien sûr. Et il est venu aussi avec son chef des effets spéciaux, donc Jacques-Olivier Molon, qui, quand on commence à creuser un petit peu, c'est Monsieur Jacques-Olivier Molon, c'est lui qui a fait Amélie Poulain, par exemple, donc pour donner une référence. Ouais. Et on a eu la chance aussi d'avoir Alt 236. Donc avant qu'il commence vraiment à exploser. Un grand youtubeur. Tout à fait. Dans un univers à lui, qui est exactement, très particulier, mais qui est très très intéressant. Ouais. Voilà. Et c'était juste avant, il commençait vraiment à se lancer, il était encore enseignant à l'époque, et puis après, quelques mois après le festival, il a fait la transition complète où il a arrêté son métier. D'accord. Sur cette même édition, pardon En 2019, tout à fait. C'était vraiment une édition de lancement qui s'appelait d'ailleurs Rêve et Cauchemar. Ça, c'était la thématique, qui s'appelait le Week-end du Fantastique. Oui. J'avais vu que ça, c'était pas encore un festival. Et non, parce que ça n'avait pas vocation à durer. Ça devait être le temps d'un week-end, et puis comme d'autres événements qu'on faisait à l'UT, qui ne sont pas inscrits dans la durée, quoi. Et on avait malgré tout lancé un concours. C'était du temps qu'à faire, on va faire un petit concours, qui n'avait pas forcément eu un gros succès, parce que c'était la première édition, mais on a vu, je crois, 200 soumissions cumulées dans les 3 concours. Beaucoup d'étudiants, sans doute. D'étudiants, quelques personnes par le bouche à oreille, etc. D'accord, voilà. ok. Et l'événement a très bien marché. Force est de constater que tous les gens qui étaient présents nous ont dit « mais là, il y a quelque chose qui se passe ». On nous a suggéré d'inviter d'autres personnes, le réseau a commencé à fonctionner. On nous a dit « mais vous ne pouvez pas lâcher l'affaire, il faut continuer, quoi ». Donc bien évidemment, pour continuer, il faut avoir des ressources, finances, à la fois les finances et les personnes qui acceptent de porter ce projet. Et puis tout s'est fait assez rapidement pour se relancer en 2020 sur une nouvelle édition. On a trouvé assez naturellement le président, parce que tous les ans la présidence change. Donc Romain Basset était naturellement le président du premier festival. Et le président est associé à l'un des concours. Donc, d'accord. Court-métrage, Romain Basset. Nouvelle pour la 2e édition, on a discuté et choisi Emmanuel Quentin, qui à l'époque travaillait à Béziers à la médiathèque, depuis il est parti à Angoulême, qui est un auteur, dans le genre fantastique, dont je recommande chaudement les ouvrages, qui sera encore présent cette année, et dont le nouveau livre sort en septembre. Oui, il fait partie du jury. Il fait partie du jury, et il a un nouveau livre qui sort en septembre 2024, donc juste avant le festival. D'accord. Et Emmanuel Quentin connaissait bien Pascal Casolari, qui est un illustrateur de renom, qui travaille beaucoup dans le domaine du jeu vidéo,
et avec qui on a commencé à échanger, qui a accepté de venir. Donc c'est lui qui a fait la couverture du 2e et 3e recueil, qui a fait les illustrations intérieures, qui nous a fait des masterclass. Enfin, voilà, quelqu'un de très très intéressant, qui travaillait à l'ESMA à Lyon. Et puis la 2e édition s'est structurée. Bon, malheureusement, 2020, l'année dont on se souvient tous, année Covid. Ça a été plus compliqué. Donc, là, oui. On a annulé l'édition prévue initialement en mai, sur des dates similaires à 2019. Les concours ont littéralement explosé. Oui. Donc on est passé à 500 soumissions cumulées à peu près. Super. Et donc on a décidé de maintenir malgré tout une date de remise des trophées, enfin des lauréats, qu'on a fait en octobre. Et pour la petite histoire, on était encore en mode Covid, enfin allégé bien évidemment, le confinement n'était plus d'actualité, mais le masque, les consignes sanitaires. Donc la remise des prix s'était faite au théâtre des Franciscains à Béziers. Oui. Donc en temps normal 300 places, jauge Covid 150, et à 180 on a dû fermer les portes devant le public. Parce que nous nous dit, voilà, là... Et j'étais assez estomaqué de voir des gens qui, pour du fantastique, à Béziers, viennent s'entasser dans un lieu fermé, masqué. Il y a quand même une certaine angoisse autour du Covid, donc je me suis dit, il se passe quelque chose quand même. Et nos sponsors financeurs nous ont dit, bon, voilà, on continue. Et donc 2021, etc., on en est aujourd'hui à la 6e édition qui va se dérouler au mois d'octobre prochain. Chaque année, le festival propose une thématique, comme tu l'as dit. Donc, il y a eu Rêve et Cauchemar, Créatures de la nuit, Possession, Légende. Cette année, c'est la métamorphose. Comment vous les choisissez, ces thématiques, pardon ? Alors, il y a eu un petit changement de paradigme dans le choix de ces thématiques l'année dernière. Donc, jusqu'à assez récemment, elles étaient aussi couplées à des activités pédagogiques. Oui. Donc, typiquement, ce collègue Sandy Blanco, prof d'audiovisuel, jusqu'à 2020-2021, faisait avec ses étudiants un court-métrage qui était aussi en lien avec la thématique du festival. Donc, c'était un peu un binôme pour créer cette thématique. Donc, en 2019, il a fait un western zombie dans les studios de Sergio Leone à Almeria, qu'on peut retrouver d'ailleurs maintenant sur YouTube, qui s'appelle The Dead West. Et donc c'était vraiment Rêve et Cauchemar. Voilà. L'année suivante, donc c'était en eau profonde, on a fait un court-métrage avec autour d'une sirène assez démoniaque. On a tourné avec une vraie sirène, donc j'ai découvert que le métier de sirène existe, sachez-le. Donc il y en a 2 professionnels en France, et une des 2 a accepté de travailler avec nous, a travaillé avec une spécialiste des effets spéciaux, qui est un studio qui est sur Strasbourg, qui a fait un moulage intégral de la sirène en janvier, qui a construit tout le costume sur mesure. Et on a fait les tournages dans l'été 2020 pour donc un film qui est aujourd'hui accessible, qui s'appelle Aussi en eau profonde. L'année suivante, Créatures de la nuit, ils ont fait une revisite de Dracula. Je ne suis pas certain qu'il soit déjà disponible, parce que les courts-métrages partent dans des concours internationaux. Donc en général, pendant 2 ans, ils sont bloqués, puisque une des contraintes, c'est de ne pas avoir déjà été diffusé ou accessible au grand public. Et ils ont, la plupart d'entre eux ont remporté des prix un peu partout, en France et à l'étranger. Donc c'est plutôt de bonne qualité. Enfin, je vous invite à aller voir, ils sont pour ceux qui sont accessibles en tout cas. Et pour Possession, donc, qui est la dernière qui a vraiment édition où il y a un lien avec le travail des étudiants. Donc ils ont fait un film qui s'appelle Tearless Night. Donc on revoit un chevalier qui est possédé par le souvenir de sa bien-aimée, qui revit des batailles. Voilà. Et c'était pareil, donc il y a des scènes épiques de bataille avec des cascadeurs, enfin tous les étudiants. Et tout fait en local. Tout fait en local, avec les étudiants aux manettes, et piloté par l'équipe. Et ça fait partie du projet pédagogique ils sont notés. Ils sont notés, il y a un travail derrière, bien évidemment, donc écriture du scénario, pré-production, production, post-production. Oui, là, c'est des domaines, il y a énormément de domaines où tout à fait. ils touchent à tout, c'est très intéressant. C'est clair. Et jusqu'à récemment, donc jusqu'à Possession, le court-métrage était projeté en avant-première pendant le festival. Après, il se trouve que pédagogiquement, les choses ont évolué, on n'est plus sur le même diplôme, donc à partir de l'année dernière, ils ont continué à faire des choses, mais qui n'étaient plus avec le même public vivier d'étudiants, et plus synchronisé que le festival. Mais ça, c'est l'évolution des diplômes au niveau national qui fait que c'est plus possible. Et donc, Légende, on a voulu, après Possession, qui était une édition un peu plus noire, on ne va pas se mentir, revenir à quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus rassembleur, on est parti sur Légende. Et pour revenir à la question initiale sur Métamorphose, donc on a pour la première fois, donc l'année dernière, sollicité le jury et pour leur demander est-ce qu'il y a une thématique que vous auriez envie de voir. Donc il y a la contrainte, c'est d'avoir une thématique qui soit transversale aux 3 concours. Donc à la fois l'image animée avec le court-métrage, donc l'écriture du scénario,
la partie statique sur l'image illustrée, et puis le texte. Donc, Voilà, parce que pour rappel, il y a 3 concours. tout à fait. Voilà, écriture de nouvelles, réalisation de courts-métrages et réalisation d'une illustration. Et ce choix a été fait donc, en lien avec les enseignements qui étaient faits à l'UT, mais aussi tout l'univers du fantastique nécessite... ça peut démarrer sur une image, et puis on en découle une histoire, et puis potentiellement un film, ou l'inverse. Enfin, bon. Ouais. Mais souvent, l'écriture et l'illustration sont à la base de tout ce qui va derrière. Vous ne pourriez pas utiliser des médias type film, comme par exemple on pense à Avoriaz, parce que c'est vrai que le court-métrage, c'est plus facile, on peut en recevoir beaucoup, les diffuser. Et est-ce que les films, ça pourrait être aussi, les longs-métrages, pardon, ça pourrait être une idée plus tard à exploiter? Alors, je suis surpris, moi, de la longévité de ce festival. Parce que, bon, pour en Oui, parce discuter qu'il a un succès, 6e édition, il y a de plus en plus de monde, on en parlera sans doute. À la fois en fréquentation et dans les soumissions au concours, je pense qu'il a vraiment trouvé une place, et qu'il y avait a priori une place à prendre. Il est organisé par un IUT dont c'est pas la vocation. Enfin, Donc ça, c'est assez, voilà, c'est un peu une forme d'originalité. Ouais. Il est à but entièrement non lucratif, les entrées sont gratuites, etc. Et il n'y a aucune... Alors nous, dans l'Hérault, pour préciser, on a Montpellier qui est souvent un vecteur de ce genre d'événement et qui, là, effectivement, ne propose pas d'équivalent sur ce genre de thématique. Tout à fait. Et il y a d'autres festivals qui existent. Tu évoquais Avoriaz, il y en a un certain nombre d'autres qui existent, mais qui sont ciblés, en général, donc sur un des 3 domaines, c'est-à-dire plutôt le cinéma, l'audiovisuel, plutôt les festivals autour du livre, par exemple, l'écriture, ou des festivals autour de l'image, mais il y en a un peu moins. Mais qui fédèrent les 3, on n'en avait pas trouvé. Donc on pensait qu'il y avait quelque chose à créer. Et on voit d'ailleurs dans le jury, il y a des personnes qui sont au jury qui sont à la frontière de l'écriture et de l'image, ou voilà, ou que sais-je. C'était intéressant, et bon, force est de constater que 6 ans après, qu'on n'a pas forcément eu tort. Donc, Oui. Métamorphose a été choisi par le jury. C'était vraiment quelque chose qui est ressorti. Il y avait d'autres thématiques qui étaient peut-être un peu plus compliquées à instancier dans les 3 domaines. Donc, mais Métamorphose a eu le vote de tous les membres du jury majoritairement. De cette année ou le jury de l'année dernière? Le jury de l'année dernière. Voilà, donc ils votent pour la prochaine thématique. Ok. Parce que c'est après la préparation du festival. Si on doit continuer pour 2025, ça va commencer là. Donc, un an et demi avant, à peu près. Ah oui. Donc le choix du président, qui va donc donner... parce qu'il faut qu'on puisse bloquer son calendrier suffisamment tôt. Et donc on essaie d'avoir des personnes qui sont visibles dans le domaine. Donc typiquement cette année, Christian Quesnel, qui est un BDiste québécois, qui a eu le prix Angoulême Éco-Fouvrage en 2022. Donc depuis qu'il a eu le prix Angoulême, son agenda est un petit peu plus rempli. Donc on a eu la chance et l'honneur de l'avoir parmi nous en septembre 2022, fin octobre 2022, mais il n'a pas pu venir par exemple en 2023 parce qu'il était sur une tournée aux États-Unis dans différents festivals. Donc là, on a bloqué assez tôt son agenda pour qu'il puisse être présent parmi nous. Et donc l'année prochaine, on n'a pas encore choisi, discuter avec les potentiels présidents, mais on va logiquement être sur une présidence autour du court-métrage. On a fait le cycle complet 2 fois le tour. Et on a quelques chaque idées. fois, vous essayez de renouveler. Et comment vous les contactez, prospectez? Comment vous faites pour avoir les présidents? Est-ce que c'est quelqu'un qui va se proposer? Alors, c'est soit le bouche à oreille entre les gens du festival qui se connaissent et qui commencent à en parler autour d'eux. Donc, on a des demandes de personnes qui nous demandent qui souhaiteraient intégrer le festival, donc ce qui est plutôt agréable, donc ce qui contribue à une forme de notoriété. Après, il y a des gens qu'on aimerait bien nous avoir. Donc on essaie par tous les moyens d'essayer de les trouver. C'est pas simple d'arriver à franchir les barrières initiales des contacts presse ou autres, qui sont souvent des cul-de-sac, mais d'aller un peu plus loin pour aller se rapprocher un peu plus près d'un impresario. La notoriété du festival jouera aussi en votre faveur au fur et à mesure des années. Oui, on l'espère, pour avoir des gens qui sont de plus en plus visibles et qui, sur leur nom, vont pouvoir donner au moins envie d'aller voir ce qui s'y passe. Pas forcément venir, parce que les gens... Enfin, nous, on a ravi d'accueillir le public, mais il n'y a pas de vocation financière derrière ou lucrative. Donc, on parlait des 3 concours, effectivement, et donc vous attribuez des prix avec des lauréats chaque année. Quels sont les critères pour choisir les lauréats? C'est libre choix du jury? Est-ce que vous avez, vous, des critères? Je vais donner quelques chiffres, peut-être. Donc, les jurys sont composés de 9 à 13 personnes en fonction de la notoriété des concours qui sont associés. Et puis, 2, des gens qu'on a pu contacter et fédérer pour les jurys.
Donc les jurys vont travailler en 2 temps. Donc il y a les concours sont ouverts de décembre à mars, en règle générale. Exception du concours illustration qui est ouvert jusqu'à mi-juin, parce qu'on n'a pas eu assez de soumissions en mars, donc tous les ans on le reporte jusqu'à mi-juin. Et donc cette année, pas pour la fin, mais on a eu, tous les ans on a de plus en plus de soumissions. Là cette année on a reçu 387 courts-métrages. Voilà, c'est assez conséquent. Oui, en termes de temps. Ça fait quelques heures de visionnage, voilà. Tout ça c'est regardé en interne, donc par le collègue Sandy en l'occurrence, qui vérifie, la conformité à la thématique. Donc on reçoit aussi beaucoup de choses, comme la soumission est gratuite. Dès qu'on ouvre le concours, on reçoit, dans les 12 heures qui suivent, on a déjà 5-6 soumissions. Donc c'est assez impressionnant, sans faire aucune communication réelle, quoi. Bon, on reçoit des choses qui sont... les gens envoient et puis tentent leur chance, quoi. Hors sujet, quoi. Hors sujet. Ça arrive. Hors sujet. Donc l'année dernière, on en avait un petit peu moins, 336 je crois, et on en a retenu 70, 79 qui sont partis au jury. Et à partir du moment où on les transmet au jury, donc il fait son travail complètement indépendamment de nous. D'accord. Okay. Donc volontairement, il est indépendant de l'IVT. Donc il n'y a aucun membre de l'IVT dans le jury. Donc on est juste nous garants de la phase de présélection, mais vérifier la conformité au concours, enfin au règlement. Et donc ils nous soumettent ensuite, ils travaillent en aveugle. Donc, ils évaluent une vingtaine de courts-métrages, une vingtaine de nouvelles chacun, etc. Chaque œuvre est évaluée par au moins 3 jurys. Et après on regroupe les notes. Et on voit ce qui se dégage, s'il y a des égalités, pour arriver à une sélection de demi-finalistes et de finalistes. Et les finalistes sont ceux qui vont accéder à l'évaluation finale, qui se déroule pendant le festival. Donc là, le jury va se réunir en présentiel le vendredi 4 octobre. D'accord. Ils vont délibérer à huis clos. Donc on va les enfermer dans une salle, chacun dans leur salle. Et à la sortie, ils vont nous remettre sous enveloppe scellée les 3 premiers de chaque concours. Et donc nous, on va découvrir en même temps que le public, le vendredi 4 octobre, lors de la remise des prix, qui va être numéro 3, numéro 2, et donc le numéro 1, le grand gagnant de chacune des thématiques, donc avec un prix de 500 € à la clé, un trophée unique qu'on va réaliser, etc. Vous n'avez pas la primeur on n'a pas des la résultats. Primeur, hein, donc volontairement, c'est un choix, parce que dès les premières éditions, on a eu des étudiants qui ont candidaté. Oui. Qui peuvent se trouver parmi nous dans les couloirs pour participer au festival, pour aider du côté logistique. Et on ne voulait pas Oui, qu'il y ait un biais. Qu'il y ait un biais, qu'on fasse fuiter l'information malgré nous. C'est-à-dire on en discute, bah ouais, t'as vu que c'était machin le premier, et hop, il capte. Voilà. Et donc on voulait vraiment être complètement agnostique à ce niveau-là. Et ça a bien marché, jusqu'à présent en tout cas. Voilà. C'est un système qui fonctionne bien en tout cas. Oui, et nous on sait avant quels sont les finalistes. On va le savoir pour le concours nouvelle, c'est demain que le jury remet son classement. Enfin, son travail en tout cas. Et nous, dès lundi, moi je vais pouvoir extraire les demi-finalistes et les finalistes, contacter les finalistes, parce que comme c'est un concours, des concours sont ouverts à l'international, il est malheureusement assez rare d'avoir les potentiels lauréats parmi nous, le jour J. Donc on leur demande de nous envoyer à minima une vidéo de présentation, de remerciement, ce qui est toujours plus sympathique que de remettre le prix dans le vide, juste à l'œuvre projetée, quoi. Donc c'est ce qu'on a mis en place depuis l'année dernière, et qui a priori fonctionne bien, quoi. Et donc sur les nouvelles, par exemple, on a reçu cette année 237 nouvelles. Ah oui. À comparer aux 102 de l'année dernière. Ah oui. Donc il y a eu une explosion, ça a doublé, plus que doublé. Et vous l'expliquez à quoi ? Tu l'expliques à quoi, pardon ? Je pense que le festival a gagné en notoriété. D'accord. Vraiment. Donc, oui, parce qu'après, il y a aussi, on va en parler après, mais il y a 2 jours d'événements avec beaucoup d'activités, hein, tu vas nous expliquer ça, mais qui attirent aussi énormément de monde, pas forcément que fantastique, il y a des familles, etc., qui viennent, ça ajoute aussi à la notoriété du festival. Oui, je pense que clairement. Et l'édition de l'année dernière s'est très bien passée, à la fois en termes de météo, de public, etc., d'échanges. Donc clairement, les gens qui sont venus, qui majoritairement venaient pour la première fois. Je pense que dans les sondages qu'on fait, on est sur du 75% de personnes qui découvrent le festival, qui en ont, dans les échanges qu'on a pu en avoir, gardé une très bonne image, sont restés longtemps. On a, dans l'édition précédente, ajouté beaucoup de nouveautés qui ont plu, a priori. Donc comme une tombola gratuite, donc les personnes qui étaient au festival et qui faisaient les transactions avec les exposants, parce qu'on a les exposants qui sont donc des auteurs, des artistes, des libraires, pouvaient au fur et à mesure des achats cumuler des points et gagner des lots. Et les lots avaient été proposés par l'IUT, donc des goodies du festival, mais aussi par les exposants. Et on avait plus de 1 000 € de lots à distribuer.
sans aucune contrainte financière pour les participants, puisque c'était un bonus sur leurs achats. Et ça avait été entièrement proposé et piloté par nos étudiants. Et ça a plutôt bien fonctionné. Donc on a eu des personnes, des extérieurs qui ont gagné des lots plutôt de bonne facture. Donc je pense que ça a contribué aussi. Le fait qu'on arrive à la 6e édition, donc ça prouve qu'il y a quelque chose. Il y a une sorte on a survécu à la fois au Covid en 2020 et 2021. Quand même, l'édition 2021 a été marquée par le Covid aussi. On est tombé la semaine où toutes les restrictions étaient levées une par une. Donc il y avait une forme de couvre-feu, les bars étaient fermés, ils ont ouvert le vendredi qui était le premier jour du festival. Donc on peut voir sur Béziers, tous les bars étaient remplis, un peu moins le festival forcément. On a eu une période caniculaire pendant ce festival, donc les températures supérieures à 35 degrés, donc c'était compliqué d'accueillir. C'était en octobre aussi ? C'était en juin. Ah oui. C'était en juin, c'est la dernière fois on l'a fait en juin. Pas que pour cette raison. La raison principale, c'était en juin, c'est une période où on a beaucoup moins d'étudiants. Oui. Et la plupart sont partis en stage. Les contraintes voilà. Donc, estudiantines. C'est un peu compliqué, comme il est quand même fait pour eux, ce festival aussi à la base. Donc pouvoir avoir une vie étudiante sur Béziers. Tout à l'heure, tu parlais de Montpellier. C'est vrai que Montpellier, il se passe énormément de choses. Donc, indépendamment de ce festival, qui n'y est pas, mais il y a énormément d'activités qui sont proposées aux jeunes. Il y en a un peu moins sur Béziers pour les étudiants. Donc là, on a voulu créer une dynamique autour de ce festival, de proposer des activités, de faire venir des personnes qui ont pignon sur eux dans le domaine du fantastique, mais qui peuvent les rencontrer. Il y a des temps d'échange avec eux. Voilà. Et puis, ils sont partie prenante dans l'animation et l'organisation du festival. Depuis plusieurs années, on a un groupe d'étudiants qui, dès le mois d'octobre, nous accompagne sur la projection dans l'édition suivante. Donc, on fait des réunions toutes les 2 ou 3 semaines, par exemple, pour décider des activités qui vont être proposées, des goodies qu'on va pouvoir mettre en avant, etc., etc. Et il y a certaines choses qui sont entièrement pilotées par eux. Donc c'est quand même très formateur, parce qu'ils peuvent pas, contrairement à un devoir où s'ils l'ont mal fait, ils ont une mauvaise note. Là, s'ils l'ont mal fait, l'événement se passe mal. Donc, et comme ils sont en première ligne, ils font en sorte que tout se passe bien. Plus impliqués, voilà. C'est sûr. Et ces étudiants-là, puisqu'il y en a certains qui sont en dernière année sur les IUT, donc si j'ai bien compris, octobre de l'année en cours, ça se passe l'octobre qui suit suivant, et des fois ils sont plus dans l'IUT. Et comment ça se passe là pour eux ? Une très bonne question. À l'échelle nationale, les IUT ont vécu une grosse réforme en 2021 où on est passé d'une formation en 2 ans à une formation à 3 ans. Moi, j'étais convaincu, et je suis toujours, que c'est une très bonne chose pour le passage de relais sur des événements, pour l'implication dans les études, etc., etc. Et là, on le voit sur ce type d'événement, c'est-à-dire que les étudiants qui vont être en 2e année, là, en octobre 2023, donc en 3e année cette année, vont a priori un peu moins s'investir, ils vont pouvoir passer le relais. Donc, dans l'équipe d'organisation étudiante, on a beaucoup de 1re et 2e année. Donc, 1re année qui sont arrivés, ont pu découvrir en septembre le festival et s'impliquer, donc le vivre en octobre. Et les 2e années qui sont passées après suivant. Et puis, on va retrouver là en septembre des nouveaux arrivants, donc le contingent de 250-300 nouveaux étudiants qui vont arriver, qu'on va essayer de mobiliser pour constituer un groupe de 45-50 étudiants, autour des 15 qui existent déjà, pour faire l'équipe d'organisation, de logistique du festival. Et la plupart d'entre eux vivent une très bonne expérience et souhaitent s'investir pour l'édition future. Donc ce qui est moins le cas, ceux qui sont en 3e année, qui le vivent pour la dernière fois, en général, souvent un bon moyen de communiquer autour de l'événement, et donc de sensibiliser les 1ères années. Voilà, c'est ça l'intérêt. Ça permet d'avoir du parrainage. Passage de relais, transfert de connaissances et de compétences, des choses qui ont moins bien marché que d'autres. Et les premières années, là, quand ils arrivent et que vous leur proposez ce festival, ils sont étonnés parce qu'il y a certains, je pense, qui ne sont pas au courant, qui ne connaissent pas. Ils sont étonnés de cette démarche ? Je pense, oui. Et à mon avis, la première fois, ils ne comprennent pas bien ce que c'est. Voilà. Notamment l'ampleur que ça va avoir. Donc, il y a quand même 34 jurys internationaux qui sont présents. L'année dernière, on a accueilli 500 visiteurs sur la journée du samedi. Ça peut paraître petit, mais c'est quand même autant que le nombre d'étudiants de l'IUT, pratiquement, qui viennent de l'extérieur et qui découvrent le festival. Sur l'édition précédente, où Christian Canal était présent, physiquement, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues de loin, de Bretagne, de Paris, de Strasbourg, qui sont venues pour le voir lui, c'était évident. C'était la star, il avait eu le prix Angoulême quelques mois avant, et il venait je crois que c'est la 3e ou 4e fois qu'il était présent en France. Donc cette année, il va être, non seulement il sera présent, mais il est président du festival. Donc je pense qu'on va accueillir, j'espère, un peu plus de personnes. Et on va communiquer dessus, bien sûr.
Donc non, c'est un événement qui est intéressant, organisé pour eux à vivre. Et puis on essaie de les convaincre. Et c'est pas nous qui sommes les meilleures personnes pour transmettre cette information, c'est les deuxième et troisième années qui l'ont vécu. Donc leurs parents, leur père, leur marraine, enfin voilà. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu de ce qui va se passer durant cette édition ? Ça va vraiment être en 2 temps. Donc le vendredi va être concert, enfin pour le public en tout cas, ça va démarrer à 20h30 sur la partie remise des prix. Donc on est sur un format un peu nouveau, donc on avait déjà expérimenté il y a 2-3 ans. C'est-à-dire on sort la remise des prix du samedi. L'année dernière on l'avait mise dans le samedi, mais on a trouvé que ça cassait un peu la dynamique, parce qu'on est obligé d'extraire tout le jury pour remettre les prix pendant 1h30, 2 heures. Donc là on le remet en amont, ça fait le lancement officiel du festival. Donc ça va se dérouler au théâtre municipal de Béziers, sur les allées Paul Riquet. Un lieu plutôt agréable, et dans lequel on était en 2019 pour l'ouverture du premier festival, pour la projection du film Horsehead avec le réalisateur. Donc on retourne un petit peu aux sources du festival. Et il y aura d'autres surprises pendant cette remise des prix. On va projeter des courts-métrages inédits. Voilà. Enfin, je ne vais pas tout spoiler, mais il va se passer des choses. Et il y aura aussi à la sortie un petit cocktail offert aux spectateurs. Et le lendemain, à partir de 10h jusqu'à minuit, on va accueillir le public sur un stand d'événements, enfin d'activités. Donc 10h, 19h, il y aura toute la partie projection de courts-métrages, jeux de société, jeux de rôle, échange avec des exposants, des auteurs, des artistes qui seront présents, visite d'exposition d'œuvres originales. Je ne peux pas tout dire parce qu'il y a des choses qui sont pas encore officielles, si, mais pas encore annonçables. Mais bon, il y a beaucoup de surprises dans ce festival, notamment avec la sortie d'une œuvre pendant le festival. D'accord. Il y aura des maquilleuses professionnelles qui seront présentes sur le festival. Il y aura des jeux en bois, donc en extérieur, avec la session Homo Ludens par exemple. Des jeux de rôle avec Stratège Qatar. Sur Poland, Homo Ludens. Ils sont sur Poland, oui, tout à fait. C'est l'association. C'est eux qui ont fait la fête du jeu à Béziers, clairement les rôles la semaine dernière, si je ne m'abuse. C'est ça, voilà. Les Stratèges Qatar, qui est donc une association de jeux de rôle sur Béziers. Tout à fait. Donc tout public, hein. C'est tout public, c'est c'est entièrement gratuit. Ça sera donc sur la place du 14 juillet et majoritairement dans l'IUT. Donc ça c'est la nouveauté, on va essayer vraiment de rapatrier à l'intérieur de l'IUT. On croise les doigts pour que la météo le permette d'exploiter les extérieurs. Mais donc dans l'IUT, les jardins de l'IUT, les rez-de-chaussée, les atriums. Un très bel endroit. C'est un lieu qui permet de faire beaucoup de choses. Et donc la place du 14 juillet pour tout ce qui va être jeux d'extérieur, restauration sur place, maquillage. Exposants. Les exposants dans l'IUT. Ouais, c'est les leçons qu'on a tirées les années précédentes. Et on va avoir une partie concert en fin de journée, donc à partir de 19h, 19h30, il y aura un concert, suivi d'un spectacle son, lumière, feu, en fin de soirée, 21h30 a priori, quand la nuit tombée. Donc tout ça va se faire passer dehors, bien sûr, sur la place du 14 juillet. Donc, vous pouvez venir à tout ou partie de l'événement. Voilà, certaines personnes viennent et y passent la journée sans trop s'en rendre compte, puisqu'il y a énormément de choses à faire. C'est le but. Est-ce qu'il y a des nouveautés marquantes cette année par rapport aux éditions précédentes ? Oui, il y en a quelques-unes. Pour la première fois, on travaille avec plusieurs lycées du Biterrois. Donc, lycée Jean Moulin, lycée Henri IV, lycée Marc Bloch. Alors sur plusieurs axes, autour des concours notamment. Donc, on travaille avec le lycée Jean Moulin sur la réalisation d'une partie du trophée. Donc, pour la petite histoire, le trophée est toujours réalisé à l'IUT. Donc, c'est une œuvre co-créée par le Fab Lab, les étudiants et Caroline Soribas, qui est la prof d'infographie du département, qui est celle qui réalise l'affiche, beaucoup de visuels du festival. Il est différent chaque année, le trophée ? Il est différent chaque année. On tourne depuis 3 ou 4 ans, ma mémoire me fait 3 ans je crois, autour d'une thématique principale qui est le chœur. Et le chœur qui est décliné en fonction de la thématique. Donc, c'était Créature de la nuit, c'était un chœur un peu chauve-souris vampire, donc avec des ailes à côté. On était ensuite sur Possession, c'était un chœur très noir avec une tête de mort imprimée. Et puis Légende, c'était un chœur un peu plus léger, avec quelques éléments de décor qui laissaient penser qu'il n'était pas aussi gentil qu'il pouvait le laisser penser. Cette année, on va être au nouveau autour d'un chœur, donc la métamorphose, donc le chœur qui se transforme. Il n'est pas encore entièrement terminé, je ne peux pas tout dévoiler, mais voilà. Et on faisait la boîte, qui était une boîte assez simple, qui rappelait un peu un cercueil, qui n'était pas vraiment faite pour être mise en valeur, qui était juste là pour présenter le trophée, le protéger pour le transport, puisque les concours étant internationaux, très souvent, nous envoyons les premiers prix à l'étranger. Donc on a expédié des prix
à Taïwan, au Mexique, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Voilà, donc les lauréats sont rarement sur place, d'où la petite vidéo que j'expliquais, donc je faisais mention tout à l'heure. Et on a besoin d'un emballage digne de ce nom pour qu'il soit protégé par le transport. Cette année, on va être sur un objet un peu plus technique. Et la boîte en elle-même va être quelque chose d'assez fantastique. Je ne peux pas trop en parler pour ne pas dévoiler ce qui est en train d'être fait, mais ce sera vraiment un objet, pas juste quelque chose qui aura été fabriqué rapidement à la découpeuse laser, qui était de qualité, mais elle-même ce sera bien réfléchi et on aura envie de la conserver et de la mettre en valeur, je pense. Donc ça, c'est la première chose, et donc ça a nécessité depuis des mois des discussions techniques avec le lycée, voir si on pouvait impliquer les jeunes, la réalisation, la finition, les choix de matériaux. Et donc il y a 2 des 3 sections qui travaillent, donc la partie mode, parce qu'elle va être habillée aussi avec des tissus, c'est les jeunes lycéens et lycéennes qui vont réaliser ça, la partie plus industrielle pour les sons de la boîte. Et au lycée Jean Moulin, il y a une 3e section qui est la section hôtelière et restauration. Et donc, ils vont aussi être présents sur le festival pour assurer une partie de la restauration. Donc ça, c'est quand même plutôt une grosse nouveauté, parce que pour nous, établissement d'enseignement supérieur, ça fait le lien avec le bac-3 et le bac+3, qu'on essaie de mettre en avant. Et puis eux, ça leur permet de toucher du doigt quelque chose qui est fait dans le supérieur, de mettre en avant leurs compétences, et donc leur donner envie potentiellement de voir un petit peu ce qui se passe dans les IUT, dans l'université, de candidater, et puis de rencontrer des personnes qu'ils ne rencontreraient pas forcément. On a aussi décidé, en discutant avec les lycéens, enfin les profs des lycées et les proviseurs, de proposer la mise en place d'un prix lycéen. Et donc, on travaille avec plusieurs professeurs, donc de lettres, d'histoire, de philosophie, de langue, enfin que sais-je, donc cinéma dans les lycées, sur comment arriver à évaluer une œuvre, et donc les choses prennent. Et donc, il y aura un jury lycéen qui va délibérer donc à partir de septembre, et donc qui va se mettre dans les mêmes règles du jeu que le jury officiel. Donc le 4 octobre, ils vont se réunir, en ayant fait comme jury un travail en amont. Ils travailleront que sur la sélection officielle du jury, donc les finalistes, parce qu'il y a trop de travail à faire, enfin, surtout ça va être connu demain. Donc ils sont en train de préparer le bac ou en fin d'année scolaire, donc c'est pas viable. Et il y a trop d'œuvres à évaluer. Mais donc il y aura une remise de prix, donc il y aura 6 prix qui vont être remis techniquement lors de la cérémonie du 4 octobre, le jury officiel, et pour chaque catégorie, le jury lycéen. Donc ça, c'est une grosse nouveauté, et ça implique beaucoup plus tout le Biterrois, donc que ce soit l'enseignement secondaire ou supérieur. Bon, ça, cette particularité, la pédagogie et l'enseignement, la transmission est au cœur du projet quand même. On ne le remarque pas de prime abord, là je le découvre avec toi là, sur cette interview. Oui, puis ça leur permet de renouveler. Enfin, c'est quand même pas simple, je pense, de délibérer autour de prix. Ça oblige à porter son point de vue, à le justifier, à le comparer aux autres. Voilà. Donc, à le verbaliser. On est quand même dans une société aujourd'hui où on est quand même de plus en plus isolé, caché derrière son écran. Donc ça permet de refaire du lien aussi. Et puis de se questionner sur ce qu'on voit, sur ce court-métrage qu'on les regarde. De ne pas juste être consommateur, mais de devenir vraiment acteur de ce qu'on consomme. Quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés lors de l'organisation de ce festival ? Il y en a un sur lequel on n'a absolument pas le contrôle, c'est la météo. Donc ça, on l'a subi notamment. Donc, c'était en 2022 par exemple, où la météo nous a lâchés. Donc on a dû annuler toute la partie extérieure, donc les concerts, représentation d'une compagnie de spectacles de son et lumière qui a été annulée entièrement parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Donc, on a dû tout ranger en urgence. Voilà. Donc ça, c'est dommage. Mais bon, on croise les doigts. Après, il y a forcément les mêmes défis financiers. Donc il faut rassembler les subventions. Défis logistiques. Là, par exemple, pour la construction du recueil, il y a un timing extrêmement serré pour travailler avec l'éditeur, etc. Arriver à faire venir le jury, ça, c'est de plus en plus simple. On ne va pas se mentir. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça ? Oui, on a toute une équipe à l'IUT qui est organisée pour ça. Donc là, ça repose beaucoup sur les services que je remercie ici. Je ne sais pas s'ils nous écouteront, mais en tout cas, je leur dirai en temps utile. Mais là, on est 5-6 personnes vraiment actives. On a une chef de projet pour la première fois, Marie-Laure Comos, qui est donc depuis septembre a été recrutée à l'IUT et a été acceptée d'être chef de projet du festival. Ça permet de faire l'interface avec les fournisseurs, les hôtels, le transport du jury,
la partie logistique, réservation faire venir des tables, des chaises, des barnums, toutes les choses qui sont naturelles quand on arrive dans le festival, mais qu'il faut bien organiser. L'IUT a des cours le vendredi après-midi, aura des cours lundi matin, donc il doit de nouveau être opérationnel pour toutes ces activités. Donc c'est juste le temps de quelques heures, sur 2 jours, on le mobilise pour autre chose. Mais... Vous êtes aidé un peu par la ville, Oui, bien sûr. Oui, depuis le début, la ville nous accompagne, donc que ce soit financièrement à travers de l'agglo, et surtout beaucoup d'un point de vue logistique. Donc ils nous mettent à la disposition de la place du 14 juillet, mais c'est pas juste ça, ça implique de sécuriser la place, d'avoir de la partie éclairage qui est mobilisée. On va avoir une banderole qui va être mise sur la façade de l'IUT, donc c'est eux qui la mettent, donc la logistique qui vient l'accrocher avec une nacelle à décrocher. On va avoir la mise à disposition du théâtre de forme municipale, donc toute la partie mise à disposition, sécurité, etc., etc. Donc tout ça, ça a un coût que nous, on n'a pas à gérer et qu'on ne sait pas faire d'ailleurs. C'est des services auxquels on n'a pas accès sinon. Donc je remercie la ville de Béziers de nous accompagner. Et d'un point de vue financier, on est soutenu par la région Occitanie, très fortement soutenu par la région Occitanie. J'espère le Crous, j'ai présenté le dossier avant-hier, mais tous les ans on est soutenu par le Crous. L'Université de Montpellier, et de manière plus large par ce qu'on appelle la CTE, donc la Coordination Territoriale Occitanie-Est, qui fédère de nombreux établissements d'enseignement supérieur, et donc qui récupère de l'argent via les cotisations étudiantes et les reverse à des projets. Et je pense qu'on est l'un des projets les plus soutenus. Donc je remercie beaucoup tous ces organismes qui nous accompagnent, parce que c'est quand même un budget non négligeable. Et les étudiants, évidemment, je suppose. Et bien évidemment, nos étudiants. On va parler un peu des affiches du Festival Fantastique de Béziers. Moi, je les trouve très réussies. Elles sont très, très belles chaque année. Comment vous les créez? Comment vous les choisissez? Alors, c'est Caroline, que j'évoquais tout à l'heure, Caroline Suribas, qui est prof d'infographie dans le département MMI, qui était très, très impliquée dans le projet. Peut-être pas à sa création, je crois qu'elle n'était pas déjà là, pas déjà recrutée, mais très tôt. Dès qu'elle est arrivée, elle a été impliquée. Donc, c'est elle qui a proposé les affiches, qui construit les affiches. Alors, bien sûr, c'est un dialogue, et donc qui a réalisé quelques couvertures du recueil. Elle a réalisé celle de l'édition 2019, qu'on a édité a posteriori, parce qu'il n'y avait pas de vocation à faire un festival. Donc c'est elle qui a réalisé l'édition, une partie du marque-page, les produits dérivés. Il y a les mugs, il y a des badges, et puis il y a des choses qu'on ne voit pas forcément, mais les diplômes qu'on va décerner aux lauréats, les petits badges qu'on va donner aux membres du jury, etc., etc. L'habillage du site web. L'habillage du site web. Donc là, c'est Caroline et Johan Mill, qui est le chargé de communication de l'IUT, qui réalise ça. Donc l'habillage des réseaux sociaux aussi, donc Facebook, Twitter, X et Instagram. Donc oui, ça repose sur des profs ou personnel de l'IUT. On a essayé de travailler avec les étudiants aussi sur certaines éditions, mais c'est pas toujours simple d'assurer le suivi. Comme tu l'évoquais tout à l'heure, des étudiants qui seraient en 2e année, qui nous quittent pour des raisons légitimes, ou en 3e année qui ne sont plus là parce que l'événement court sur 2 ans. Entre le moment où on lance une édition, environ là en juin 2024, on commence à réfléchir à celle de octobre 2025. On n'a plus les mêmes étudiants, donc c'est compliqué d'avoir cette garantie d'aller jusqu'au bout. Et notamment quand on fabrique des produits dérivés, on va les commander souvent un mois et demi avant, parce que c'est les délais fabricants. Et donc, il faut être certain d'avoir jusqu'au bout toutes les contraintes techniques qui vont être respectées. Donc, ils sont souvent partie prenante dans les propositions, ils sont autour de la table avec nous pour discuter. Mais c'est quand même un gros travail aussi. Donc, Caroline y passe des heures, beaucoup d'heures, je pense. Donc, voilà. Et parmi les produits dérivés, vous faites de très beaux recueils. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, effectivement, merci. Cette belle question. Donc, les recueils que nous éditons depuis maintenant la première édition contiennent les nouvelles finalistes choisies par le jury. Donc, forcément, parmi elles, la lauréate du concours. Et on le fait. Donc, chaque nouvelle est illustrée par des membres du jury. En tout cas, depuis l'édition 2022-23. Et on le fait fabriquer en France. Donc, cette année, on va travailler avec un imprimeur de Nîmes. Donc, un réseau assez local, ça reste dans la région. Et qui fabrique en France. J'insiste, c'est un des choix aussi. Donc, on a travaillé avec les imprimeurs à Lyon, les imprimeurs en Bretagne. Enfin, voilà, on change régulièrement d'imprimeur pour tester les différents produits. Et on le fait à prix coûtant. C'est-à-dire que nous, il nous coûte fabrication, livraison, illustration, 5 €. Tout petit peu moins, 98, enfin on va dire 5 €. Et on le vend 5 €. Donc, zéro bénéfice dégagé sur
ce recueil qui est tiré à 1000 exemplaires. Donc ça permet aussi d'avoir un petit peu de visibilité pour les auteurs qui, pour certains d'entre eux, sont édités pour la première fois. Je me souviens du lauréat du festival en 2022 sur le concours Nouvelles, qui était un étudiant qui soumettait pour la première fois, qui était en prépa à lettres à Joffre à Montpellier. Il écrivait depuis très longtemps, c'est la première fois qu'il envoyait un concours, et il a fait l'unanimité, c'était donc sur l'édition Créature de la Nuit, donc c'est bien 2022, je ne dis pas de bêtises, et 2021. Donc voilà, et puis s'il a intégré le jury en 2023, et voilà. En 2022 il a fini 3e, en 2023 il a rentré dans le Un jury. bel avenir dans la littérature. Et j'ai découvert hier qu'il avait sorti son premier livre, une pièce de théâtre je crois, Anton Gobier pour citer son nom. C'est aussi la vocation de ce genre de festival, je suppose, d'être un tremplin pour... Oui, et puis ça lui a permis aussi de rencontrer des personnes qui étaient un peu plus aguerries, qui avaient un peu plus ça crée du réseau. Enfin voilà, c'est ça. Non, je pense que c'est très très bien. Enfin, en tout cas, c'est le retour que j'ai moi des membres du jury. Donc c'est toujours difficile de se flatter soi-même, mais bon, on n'a que des retours assez positifs, enfin, très positifs sur la qualité de l'accueil. Donc là, bravo aux équipes, à mes équipes, aux étudiants. Vraiment, je pense que les gens sont chouchoutés et on nous le dit. Donc on accueille comme on aimerait être accueilli, donc on fait en sorte que ça se passe bien. Et puis la diversité de ce qui est proposé dans le festival, donc, tout le monde nous le dit, c'est quand même quelque chose qui doit exister, qui doit survivre, qui doit grossir. Et ce sont des gens qui ont l'habitude de se faire ce genre d'événements. Donc on le voit notamment, on en parlait en off, mais il y avait des exposants qui seront présents sur le festival. Donc l'année dernière, on avait 32 ou 33 exposants. Donc ils payent leur stand, donc, parce qu'ils viennent pour proposer et vendre leurs produits dérivés, échanger avec le public, que ce soit des auteurs, des éditeurs, des artistes divers et variés. Le stand coûte 50 €, tout compris. L'année dernière, on devait avoir 35 ou 40 sollicitations. Cette année, on a dépassé les 100, 110. Pour autant de place, parce que malheureusement, on est obligé d'intégrer le scénario où la météo serait moins favorable que prévu, et donc de se rapatrier dans les UT. Et pour des raisons de sécurité, de qualité d'accueil, on ne peut pas aller au-delà de 35 stands, y compris nos propres stands de logistique. Donc voilà, on a gagné en notoriété. Parce qu'on voit des gens qui recandidatent d'une année sur l'autre, donc c'est-à-dire que... Oui, on remarque vraiment un engouement, une émulation autour du festival. Quels sont les projets que tu souhaiterais intégrer, peut-être que tu n'as pas encore réussi ou vous souhaitez intégrer dans le festival, et comment tu vois l'évolution du festival dans les années à venir ? Je crois que je suis assez surpris que le festival arrive à sa 6e édition déjà, donc c'est très positif. Donc c'est-à-dire qu'on peut se projeter peut-être sur les 10 ans du festival ou au-delà. Donc le faire perdurer, je pense qu'on a trouvé la bonne formule sur le mois d'octobre. On a testé différentes choses. Donc on a testé au mois de mai, au mois de juin, on a testé un week-end entier, on a testé une semaine entière. En juin, on avait fait une semaine autour du fantastique, donc avec des projections dans les cinémas, Clermont-Lérault, l'ODEV, etc. C'était trop d'énergie. Très honnêtement, pour les personnes qui étaient impliquées, tous les soirs sur le pont, jusqu'au dimanche inclus, c'était quand même beaucoup d'énergie. Donc là, sur 2-3 jours, il n'est pas exclu qu'un jour on remette le dimanche, mais en tout cas, sur cette formule du mois d'octobre, qui est le mois de l'imaginaire aussi en France, qui est le mois d'Halloween, qui est suffisamment loin de la rentrée, mais suffisamment dans les beaux jours pour le mois d'octobre, c'est la bonne période, je pense. Après, en termes de rayonnement, j'espère que tous les ans on ne va pas doubler le nombre de participations au concours, sinon on va rentrer dans des problématiques logistiques qu'on ne saura peut-être plus gérer. Mais c'est très agréable d'avoir autant de succès, mais ça pose d'autres contraintes. Donc par exemple sur le concours Nouvelles, le fait de plus que doubler nous a imposé de mettre un pré-jury en place. Donc on a sollicité des collègues de l'IUT, des étudiants, des profs de lycée, enfin tous ceux qui souhaitaient. Donc 37 personnes ont accepté de relire des nouvelles. Et donc de juste mettre des notes un peu comme on voit sur les plateformes, j'aime, j'aime pas. Donc nous après on a agrégé pour pouvoir faire un filtre, et malgré tout on est passé à 137 nouvelles soumises au jury contre 102 l'année dernière. Donc le jury a dû en gérer encore, quand même plus que là, mais pas 237. Donc c'est des choses qui étaient comme dans tous les concours un petit peu en deçà. Elles sont toujours francophones les nouvelles ? Elles sont francophones, mais la francophonie est large. Donc là les nouvelles sont issues, viennent du monde entier. Donc du Canada, notamment avec la partie québécoise, beaucoup de France bien évidemment, mais aussi de la Belgique, de la Suisse, de l'Afrique, donc l'Afrique plutôt le Maghreb, mais aussi l'Afrique noire,
et quelques expatriés qui sont dans des pays où la francophonie n'est pas forcément présente majoritairement, mais on a des nouvelles qui viennent d'Europe du Nord ou de Chine, Thaïlande, voilà, c'est des expatriés. Donc on touche assez largement hors le territoire. Oui, c'est vrai que le territoire éloigné du festival. Tout à fait. Et ça, moi j'ai découvert avec le festival qu'il y avait autour de l'écriture beaucoup de réseaux d'auteurs, de forums, donc c'est par ce biais-là qu'on communique. Et le festival ayant gagné en notoriété, je pense qu'on a plus de facilité à communiquer sur ces forums, les gens nous suivent. On revoit régulièrement des auteurs qui soumettent et qui communiquent autour d'eux. Enfin, le bouche-oreille joue pour beaucoup. Comme beaucoup de festivals, on démarre petit et puis on grossit. Donc je ne suis pas certain qu'on ait atteint notre rythme de croisière. Et en tout cas, je pense qu'on peut faire encore d'autres choses, notamment sur la fréquentation le jour J, donc le samedi, qui est quand même la journée événementielle. On peut largement doubler la fréquentation, et ce sera peut-être la bonne surprise du 5 octobre 2024. Donc n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux divers et variés pour voir toute notre actualité, notamment les nouvelles qui seront annoncées. Il y a un site web, hein. On a un site web, donc festival-fantastique.fr, je crois. Et puis nos réseaux sociaux, donc X, Instagram, Facebook. Nous ne sommes pas présents sur TikTok parce qu'on n'a pas le temps de l'alimenter. Mais... Et qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter ? D'avoir des présidents qui soient de plus en plus connus. Là, je pense qu'on a la chance d'avoir eu l'année dernière Ariane Gélinas, Christian Canel cette année. On a malheureusement, la période Covid, l'année où c'était le Covid en 2021, c'était Enrico Marini, donc un BDiste franco-suisse très connu, qui n'a pas pu venir à cause de la crise sanitaire, mais qui était quand même président du festival. Pas exclu qu'on fasse revenir, je ne sais pas, d'autres personnes de cette pointure. Quoi. Bon, pour finir, est-ce que tu as des anecdotes sur des candidatures qui t'auraient marqué ? Alors j'en ai une qui me vient à l'esprit, qui je pense nous a marqué, notamment moi et Sandy, c'était en court-métrage. C'était pour l'édition Créatures de la nuit. On a reçu quelque chose qui... Alors, vous allez voir le lien avec les Créatures de la nuit. 3 à 5 minutes de pole dance brésilien. C'était assez surprenant, c'était hypnotique, mais non, bon, ça n'est pas allé très loin dans le concours, comme vous pouvez l'imaginer, mais c'était une vision de la Créature de la nuit qui était originale, je trouve, et qui nous a fait beaucoup rire quand on l'a reçu. Le concours étant entièrement gratuit, donc n'importe qui peut soumettre. Voilà. C'était sa vision à lui. C'était sa vision de la nuit. Exactement. Après, je ne sais plus si c'est sur la même édition ou sur la possession. On a reçu 12 minutes de l'histoire du bronze dans le Japon. D'accord. À travers le temps. Donc on n'a jamais compris le lien avec le côté fantastique. D'accord. Et voilà. Enfin, après, on peut en trouver d'autres, mais c'était les plus ces deux-là sont les plus marquantes, effectivement. Merci Jérôme pour cette agréable et intéressante interview. On se donne rendez-vous le 4 et 5 octobre pour ce week-end prometteur. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors vous pouvez nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, X ou Instagram. Nous avons aussi un site web dédié, donc festival-fantastique.fr, qui permet de retrouver toute l'actualité du festival, les jurys, les recueils, que vous pouvez télécharger gratuitement donc au format EPUB, qui contiennent donc les finalistes et les demi-finalistes, donc environ 40 nouvelles par édition, pour les plus récentes en tout cas, et aussi sur YouTube, pour retrouver donc, les courts-métrages de nos étudiants, donc pour tous ceux qui ne sont plus dans les concours internationaux, donc que ce soit The Dead West pour 2019, En eau profonde, En surface pour 2020, etc. Et des petites bandes-annonces, j'ai vu, chaque année. Tout à fait, il y a une bande-annonce qui est aujourd'hui disponible donc, sur la page d'accueil du festival et sur les réseaux, donc qui a été réalisée par nos étudiants et par nos collègues. Donc là, c'est une bande-annonce qui fait un peu référence à Dr. Jekyll et Mr. Hyde pour celle de l'édition en cours, donc, qui a été réalisée à l'ODEV, je crois. Je suis sûr, je vais signer le bon de commande, donc c'est à l'ODEV, pour la petite histoire. Et tous les ans, c'est entièrement nous qui la réalisons. Enfin, quand je dis nous, c'est les collègues de l'UT. Et le site est mis à jour régulièrement, justement, en fonction des événements qui se rajoutent. Tout à fait. Donc là, par exemple, on a eu cette semaine la confirmation que nous allions travailler avec la librairie Le Coin de la Page à Gignac. Donc ça va être ajouté, je les ai vus ce matin, et ça va être ajouté dès lundi sur notre site web pour cette information. Donc réseau local pour tout ce qui est libraire, entre autres. Merci Jérôme. Avec plaisir. Merci d'avoir effectué ce voyage avec nous. Nous espérons que la destination vous a plu.
Si vous avez apprécié cette expérience, merci de commenter, noter ou liker cet épisode sur votre application de podcast. Vous pouvez nous suivre sur les principaux réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook et autres, sur Multivers le podcast, tout attaché. À bientôt pour la découverte de nouveaux univers. Vers l'infini et c'est déjà pas mal.